Chers adhérents, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue en direct des studios de la Convention APM de Nantes. Je vous propose dans un premier temps de vous rappeler, le fonctionnement de l'interface. En bas à droite, une bulle sur laquelle vous allez cliquer et vous découvrirez le chat qui est à votre gauche et l'interactivité qui est à votre droite. En attendant d'échanger avec Laetitia, qui est en distanciel, comme vous le savez, je vous propose une première question. Vous allez répondre dans le chat en un mot et un seul mot. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est à vous. Laetitia, bonjour. Et toi, Bonjour. Laetitia, comment te sens-tu? Comment vas-tu? Bonjour Elisabeth, je vais très bien à distance. Tout à fait désolée de ne pas être à tes côtés à Nantes aujourd'hui, mais je profite du soleil marocain cette semaine. Quelle chance, hein, quelle chance. Es-tu en vacances, Laetitia? C'est juste Je pour suis- donner envie à nos adhérents. Alors, je vis le futur du travail dans ma chair, puisque je mélange les genres. Je suis là pour quelques conférences, et puis en même temps, je profite un petit peu. Ok. Bon, je vois que nos adhérents répondent gentiment, sûrement. Nous avons, je crois, des gens contents. Je vérifie, très cool aussi pour certains, heureux pour d'autres. Merci à vous tous de répondre. Et je continue donc pour présenter Laetitia. Donc, je rappelle que Laetitia est agrégée d'anglais. Elle est diplômée d'HEC Paris. Et je voudrais la présenter sous un autre angle. Laetitia a fait 25 ans de Jiu-Jitsu et est ceinture noire. Bravo Laetitia. C'est vraiment super chouette. Elle trouve que, pardonnez-moi, ne pas avoir de pensée libre, d'idées préconçues entre une approche de chercher à comprendre qui est son adversaire ou son partenaire avant de savoir comment agir ou parler. Pour elle, c'est l'action-réaction. C'est une sacrée claque d'humilité quand on est ceinture noire, quand on fait 25 ans de judo, quand on se retrouve en face de quelqu'un qui fait 30 kilos de plus. La technique ne suffit pas. On fait face, on apprend à évoluer, à évaluer, à interpréter tout un tas de signaux pour savoir comment agir ou comment être. Quand on a beaucoup pratiqué, on devient très humble sur son niveau. Voilà un peu la présentation de Laetitia. Si tu veux ajouter quelques mots, n'hésite pas. Avec plaisir. Je mets le judo jiu-jitsu en action dans ma vie interculturelle, puisque je vis depuis 10 ans à l'étranger. Et là aussi, c'est à nouveau une sacrée claque d'humilité. J'aimerais bien reprendre en me sentant au niveau, mais là, je vis loin. Donc, quand je ne suis pas au Maroc, j'habite en Allemagne. Et puis, avant ça, j'étais à Londres. Et 2 expériences pourtant européennes. Il y a tout écrit sur les arts martiaux. C'est-à-dire, on apprend à évoluer, à évaluer, à savoir comment agir, réagir quand, en fait, on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre et où seront les pièges culturels auxquels on devra faire face. Merci beaucoup, Laetitia. Chers adhérents, je vais vous poser une première question. Dans la partie interactivité, vous pourrez répondre en un mot et en un seul mot. Que vous évoque la crise du travail aujourd'hui? Laetitia, après tu pourras peut-être... Ah, voilà. Je vais Ouais, voir super, Lisa, maintenant un petit peu le tu peux nuage de réagir. mots.
Exactement. Alors, je vois pénurie, qui est un mot intéressant, hybride, nouveau monde, difficulté, recrutement, incompréhension. Voilà, il y a beaucoup de termes que je risque d'utiliser aussi, donc ça tombe très bien. Il y a aussi des mots positifs comme opportunité, nouveau monde, on l'a déjà cité, crainte, inquiétude. Voilà, j'imagine que ChatGPT ne laisse personne indifférent et certains ont peur de peut-être voir leurs compétences devenir encore obsolètes encore plus vite. Il y a des mots, plusieurs fois on voit le mot désengagement, donc avec cette idée que on est au travail peut-être sans y être vraiment, sans y croire. Bullshit job, enfin bref, tout est là. C'est génial comme finalement, avec un seul mot, on arrive à exprimer beaucoup de choses quand on se met ensemble. Je trouve que le nuage de mots est un outil assez puissant pour ça. Ouais, super, vraiment super. Est-ce que tu veux réagir aussi par rapport aux notions de désalignement? Oui, c'était voilà, la première partie un peu du sujet, et puis c'est ce qui a donné le titre hein, à toute cette séquence, hein, Futur du travail, un désalignement, point d'interrogation. Et ce mot désalignement, il est très très intéressant parce que il permet finalement d'englober tous les sujets qu'on a trouvés dans le nuage de mots. La manière dont je l'explique, j'essaie d'avoir un récit qui nous permet d'intégrer tous les problèmes du travail que l'on rencontre aujourd'hui. Et il commence de la manière suivante, c'est que quand on pense le travail aujourd'hui et quand on regarde toutes les institutions qui encadrent le travail, en France et dans tout le monde occidental et même une partie du monde entier, si on prend le cas de la France, si on s'intéresse aux organisations syndicales, à la sécurité sociale, au système des retraites, terriblement d'actualité, si on s'intéresse à la formation professionnelle, le contrat de travail, la fiche de paie et le crédit bancaire, donc le système bancaire derrière, eh bien toutes ces institutions, en fait, non seulement sont très récentes, mais en plus sont basées sur un rapport au travail qui est lui-même très récent et qui vient seulement du milieu du XXe siècle. Et on a l'impression que les catégories qu'on a pour penser le travail et pour parler du travail sont un peu plus intemporelles que ça, finalement. Or, tout ça, c'est très, très récent. Cela vient, en un mot, de l'époque de l'apogée de l'industrie automobile. C'est pour ça qu'on parle à propos de ce rapport au travail, du deal Fordiste. Donc, en quelques mots, je vais vous expliquer en quoi il consiste. J'ai envie de le dire au passé, mais il existe encore, hein. Et pourquoi il se désaligne aujourd'hui, ou comment il se désaligne aujourd'hui. Donc l'alignement était le suivant, vous aviez une forme de compromis en échange d'une aliénation forte au travail, aliénation qui se caractérise par un lien de subordination, le lien de subordination salariale qui fait que vous vous soumettez à une autorité qui n'est pas la vôtre, et puis d'une division des tâches. Quand on pense à l'automobile, on pense que Ford, puis Taylor avant lui, hein, c'est toute l'invention de l'organisation scientifique du travail avec la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, avec des tâches souvent assez répétitives. C'est tout le modèle de la division du travail, de l'OST, de l'organisation scientifique du travail. Donc tout ça, ça fait une grosse aliénation. Pas franchement attirant pour qui que ce soit, même dans les années 1950-1960, on ne rêvait pas de serrer des boulons toute la journée à la chaîne. Mais en échange de cette aliénation, vous aviez un agrégat d'avantages très attractifs. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est la sécurité de l'emploi. L'idée que vous êtes dans une relation stable et vous pouvez vous projeter dans un avenir. Cette sécurité de l'emploi, elle se caractérise par le contrat salarié, la fameuse fiche de paye. La fameuse fiche de paie, elle vous donne accès à du crédit bancaire, innovation du milieu du XXe siècle. Tout d'un coup, vous pouvez emprunter sur la base de revenus futurs. Ce qui vous donne accès au logement, et ça, c'est une énorme innovation du milieu du XXe siècle. Auparavant, il fallait avoir des actifs pour emprunter de l'argent. On n'avait pas comme ça, sur la base de revenus futurs, accès à la possibilité d'emprunter de l'argent.
Vous avez ensuite tout un tas d'éléments de protection sociale, des congés payés qui se sont mis en place au cours du XXe siècle, des retraites qui sont devenues systèmes de retraite avec des revenus différés qui se sont mis en place, une identité forte, notamment grâce à une appartenance à des organisations syndicales qui négociaient pour vous. Il y avait de la négociation collective de manière à ce que vos revenus soient toujours meilleurs, donc une ascension. Et puis, je dirais l'élément aussi peut-être le plus fondamental quand on regarde l'industrie automobile, c'est qu'il y avait cette idée que faire tourner les usines automobiles, c'était bon pour l'économie. On ne se disait pas, à l'apogée de ce deal fordiste, que faire tourner les usines, c'était émettre des gaz à effet de serre, détruire la planète et abîmer le lien social du pays. Il n'y avait pas cette idée de toxicité du travail, en fait. Donc, il y avait une espèce d'alignement qui a été très vertueux pendant toutes les 30 glorieuses, tout l'après-guerre, et puis, je dirais, d'une certaine mesure, même jusqu'à la fin du XXe siècle, on avait cette forme d'alignement qui fonctionnait très bien et qui faisait que, voilà, en échange de l'aliénation, on avait un enrichissement, une identité, une place, on avait sa place. Et ça, c'était un deal très, très puissant. Et il se désagrège de tout un tas de manières. Il se désagrège et il cause un désalignement. La première chose, c'est que ces contreparties, elles s'affaiblissent. Elles s'affaiblissent pour plein de raisons. Elles s'affaiblissent parce que, par exemple, l'accès au logement n'est plus du tout garanti dans cette... une fiche de paye ne suffit pas à accéder au logement quand on doit travailler dans les grandes villes parce que le coût du logement a augmenté beaucoup plus vite. On a la question de la retraite, qui encore une fois est d'actualité brûlante. On sait que cette contrepartie-là, elle s'affaiblit. On a la question de la protection sociale qui s'affaiblit. Et puis plus généralement, dans beaucoup d'emplois, on a des revenus qui n'ont pas progressé à un niveau tel qu'on aurait pu l'anticiper au milieu du XXe siècle. Donc, grosso modo, vous avez beaucoup plus de gens pour qui il y a l'aliénation, mais pas tout à fait les mêmes contreparties, ou des contreparties beaucoup plus faibles. Vous avez aussi des gens qui ont tous les éléments de l'aliénation, c'est-à-dire un travail répétitif, ennuyeux, des contraintes, devoir s'habiller de telle manière, travailler à telle heure, avec des horaires fixes et rigides, etc., mais sans même avoir la sécurité de l'emploi, parfois sans même avoir le contrat salarié. Vous avez des indépendants qui n'ont d'indépendants que le nom et qui vivent en réalité une situation de subordination économique très forte. Donc bref, ces contreparties, elles s'affaiblissent, vous voyez l'idée. Et puis, du côté du travail, on parlait d'aliénation là à l'instant, eh bien, il y a beaucoup de nouvelles manières de travailler qui émergent et de nouveaux modèles, qu'il s'agisse de tous les modèles de l'économie numérique, qu'il s'agisse de finalement cette idée qu'on peut retrouver les valeurs de l'artisanat pour travailler en étant beaucoup plus autonome, beaucoup plus responsable du résultat de son travail, avec une vision sur le résultat de son travail, et puis une envie de maîtriser sa carrière un peu dans la durée et d'être en situation de pouvoir enrichir ses compétences, de pouvoir avoir la main sur les choix que l'on fait dans la carrière pour pouvoir être... pour augmenter ses savoir-faire, faire grandir ses compétences, son savoir, son métier en fait. Et donc tout cela nous ramène du côté de ce que j'appelle l'ouvrage, le contrat d'ouvrage par opposition au contrat de labeur qui était le deal Fordis, qui nous invite à réinventer le travail tout en réfléchissant à ses contreparties. En gros, c'est bien simple. Quand vous avez un deal, c'est donnant-donnant. À un moment, si les contreparties s'affaiblissent, ça veut dire qu'on va moins donner de l'autre côté. Dans ce désalignement, il faut prendre en tête aussi qu'on a un désalignement de sens. Quelqu'un a cité le mot bullshit job dans le nuage de mots tout à l'heure. Le bullshit job, c'est cette idée que vous pouvez être dans un travail où vous faites semblant d'y croire, mais vous savez que l'impact de ce que vous faites est toxique pour l'environnement, pour la planète, ou bien il ne sert à rien. Donc il y a ce sentiment comme ça, parfois diffus, ça dépend évidemment beaucoup des individus et des métiers qu'ils exercent, le sentiment diffus que c'est désaligné et que ce qu'on fait soit ne sert absolument à rien, soit nourrit une machine polluante qui va produire des montagnes de déchets en bout de chaîne. Beaucoup de gens en sont persuadés ou convaincus et vivent avec cette douleur-là finalement, ce qu'on appelle la fameuse éco-anxiété,
Et ça contribue très clairement à ce sentiment de désalignement. Par opposition, par exemple, vous connaissez cette phrase qu'on disait à l'époque de la grande époque de General Motors, c'était ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Maintenant, il est rare quand on travaille pour une grande industrie ou une grande entreprise, quelle qu'elle soit, qu'on se dise que ce qu'on fait, ce qui est bon pour l'entreprise, c'est vraiment bon pour toute la collectivité, pour la ville dans laquelle on habite et le pays et le monde. Et ça, c'est une grande prise de conscience d'un désalignement profond, une prise de conscience des externalités négatives du travail. Voilà, je ne sais pas si j'ai un petit peu dépassé le temps peut-être déjà, mais non, tout va bien. Tout va bien. Non, tout va bien, Laetitia. Merci à toi. Pour continuer dans cette première partie très intéressante, je vais proposer aux adhérents de répondre à une prochaine question qui va, à mon avis, beaucoup les intéresser. Avez-vous des problèmes pour recruter aujourd'hui? Et là, je vous propose donc de réagir et d'afficher donc vos commentaires dans la partie interactivité de votre écran. À vous de jouer et on attend vos réactions pour que Laetitia puisse interpréter celle-ci. Merci à vous. Ah, on voit un oui qui est nettement plus gros que le non. Je dirais qu'on a 4 fois plus de oui que de non. Est-ce qu'on a les chiffres? Je n'arrive pas à les lire. 90, pardon, 10. Alors, c'est encore plus, c'est impressionnant parce que c'est plus que la moyenne. Ah oui, c'est encore plus que la moyenne. La 90, moyenne, là, on est à 86,14. Alors, sur la moyenne, on est entre 70 et 80% des employeurs en France qui, l'an dernier, alors c'est peut-être plus cette année, l'an dernier, on dit éprouver des grandes difficultés, des difficultés croissantes à recruter les salariés, voire même les indépendants dont ils avaient besoin. Donc, on est dans des chiffres qui reflètent ou peut-être même annoncent une amplification de ce phénomène-là, de difficulté à recruter. Ce qui est intéressant avec le recrutement, c'est que c'est vraiment le reflet de ce désalignement. Complètement. On attend encore un peu pour avoir des retours sur cette question. On continue. Eh bien, écoute, Laetitia, merci à toi. Est-ce qu'on peut parler justement de cette difficulté croissante ? Oui, alors dans certains secteurs, en fait, on a des effets qui se sont fait sentir très fortement immédiatement après les confinements. Pourquoi les confinements ont-ils eu un effet si fort sur le marché du travail? Alors là, peut-être 2 mots sur la différence entre les États-Unis et un pays comme la France. C'est qu'aux États-Unis, quand les confinements sont arrivés, les gens ont été immédiatement mis à la porte. Donc, ont perdu leur emploi. Et c'est l'État américain qui les a soutenus avec des chèques directement. On a soutenu les individus et non les emplois. Et donc, comme tous ces gens ont quitté leur emploi et que le confinement a duré, la pandémie a duré, eh bien, en fait, souvent, ils ne sont pas revenus dans le même secteur qu'ils occupaient auparavant. Parce que remise en question, parce qu'ils sont passés à autre chose, parce qu'ils ont une situation de vie qui est différente ou parce qu'ils ont déménagé. Enfin, il y a plein de raisons. Mais quand il se passe des années, souvent, on ne revient pas au point où on en était, ou en tout cas, il y a beaucoup qui ne reviennent pas au point où ils en étaient. Donc, ça crée un énorme appel d'air, notamment dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, voilà, tous ces métiers qui vraiment sont complètement arrêtés, tous ces emplois qui ont été complètement arrêtés pendant la pandémie. Et en France, ce qu'on observe, c'est un effet à retardement parce que pendant les années concernées, on a protégé les emplois plutôt que les individus. Et les gens ont démissionné après. Beaucoup de gens ont démissionné après. Donc, c'est un petit peu la même chose, car pour eux aussi, ils ont vécu une période difficile de remise en question, de crise dans tous les sens, et beaucoup ne sont pas revenus. Et beaucoup ont démissionné, pardon, et ces chiffres ont été du coup très importants à partir de la deuxième moitié de 2022. Donc, il y a eu une sorte de rattrapage. Donc, les experts disent que ces démissions, enfin le niveau de démission, si on l'étalait sur les 3 années,
en fait, on n'aurait pas un niveau inédit. C'est-à-dire que c'est normal dans l'économie, c'est sain d'avoir des départs, voilà, il y a des flux, des mouvements, des cycles, des gens qui changent de vie. C'est tout à fait naturel. Donc, le phénomène en tant que tel n'est pas complètement anormal, sauf que, comme on a eu un rattrapage, puisque ça a été gelé pendant quand même une période très très longue, on a en effet, sur l'année 2022, eu énormément de démissions. Donc ça, c'est pas un mythe, c'est vrai. Donc ça bouge de partout, ça rend la situation compliquée parce que quand on a beaucoup de mouvements et que on recrute aussi beaucoup du côté des entreprises, on a beaucoup de gens qui sont des jeunes recrues, qui sont moins productifs parce qu'ils démarrent, parce qu'ils débutent. On a des coûts très importants parce que un recrutement, ça coûte cher. Former, intégrer, onboarder des nouvelles recrues, ça coûte cher. Et puis ces gens-là qui débutent, quand ils sont dans les premières semaines ou les premiers mois de leur nouvelle activité, ils démissionnent beaucoup plus vite. Ils démissionnent beaucoup plus vite qu'autrefois. Pour tout un tas de raisons. C'est un phénomène assez de long terme. Hein. Ça fait déjà 10 ans que ce chiffre est en augmentation. De plus en plus alors ils ne sont plus des candidats, mais de jeunes recrues ne quittent leur emploi avant même la fin de leur période d'essai. Au point qu'on comprend vraiment aujourd'hui que la période d'essai, c'est une période d'essai au moins autant pour le salarié que pour l'employeur. Alors qu'il y a encore une vingtaine d'années, on voyait la période d'essai que du point de vue de l'employeur, tester les compétences du salarié. Eh bien non, maintenant, un salarié teste son emploi comme on teste un jean pour voir s'il va bien sur son corps et puis que ça tient bien et que c'est agréable à porter. Et pour ça, il faut marcher un peu avec, donc on fait le test. Donc tout ça, c'est une réalité, ça n'est pas un mythe. Pour autant, est-ce qu'il y a une situation de pénurie? Alors j'ai vu ce mot de pénurie. Il est intéressant, ce mot de pénurie, parce que effectivement, c'est ce que ressentent beaucoup d'employeurs. Ils se disent le vivier est trop petit, il n'y a pas assez de candidats, on ne reçoit plus assez de candidatures, etc. Pour autant, si on regarde le marché dans sa totalité, dans sa globalité, si on regarde le nombre de personnes inactives en France, voire de personnes qui seraient même disponibles pour prendre un emploi, on se dit que non, c'est plutôt une inadéquation, là aussi une sorte de désalignement du marché, de problèmes plus structurels. On a par exemple un taux d'emploi des jeunes soixantenaires, de 60 à 64 ans, qui est parmi les plus bas d'Europe. Pour les 55-64, on est mauvais, mais comme on n'est pas trop mauvais sur 55-59 ans, c'est surtout le 60-64 ans qui nous plombe complètement. Laetitia, je me permets, dans la partie chat, nous avons des questions d'adhérents. Je pense qu'ils sont, voilà, on a des questions des adhérents. Je ne sais pas si tu les vois dans le chat. Oui, alors Jean-Sébastien qui dit qu'il y a aussi eu des aides aux États-Unis pour les entreprises pour préserver les emplois et continuer à verser les salaires. Alors il y a eu quelques entreprises qui ont été subventionnées directement, mais pour la grande majorité, en tout cas des emplois dans les services, les personnes ont perdu leurs emplois. Par contre, ont reçu du gouvernement fédéral des chèques comme une sorte de revenu universel de base pour pouvoir payer leur loyer, manger, etc. Donc, il y a eu un soutien de la population qui a été vraiment massif. Et c'est vrai que c'est pas 100% soutien aux personnes plutôt qu'aux emplois, mais c'est très massivement davantage un soutien aux individus qu'un soutien aux emplois. Voilà. Donc il y a eu quelques entreprises qui en ont quand même profité. C'est toujours un peu une hybridation. En Europe, en revanche, c'est quand même très massivement des emplois qui ont été soutenus. Et quand on regarde les chiffres agrégés, ça montre quand même des grosses différences, même s'il y a un petit peu d'hybridation en effet. Et les entreprises ont aussi reçu des subventions et des aides aux États-Unis, c'est vrai. Pour revenir à cette question de pénurie, peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des réactions sur ce sujet-là. La question de la pénurie, voilà, c'est un sujet, je dirais presque un peu sensible parce que des seniors en recherche d'emploi sont prêts parfois à piquer une colère quand ils entendent le mot de pénurie en disant « mais moi, je voudrais bien travailler,
on ne me donne pas de travail, hein, on en a entendu certains dans les médias tout récemment. On a un taux de chômage qui est certes plus bas qu'il ne l'a été depuis plusieurs décennies, mais pas si bas que ça. Et puis enfin, on a aussi des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres et qui laissent penser qu'en fait, l'explication est plus à trouver du côté du désalignement que du côté d'une pénurie structurelle d'individus, qu'il n'y a pas assez de gens, pas assez de monde. Je le dis avec toute la nuance possible parce qu'on a en effet des évolutions démographiques qui nous amènent à penser que cette population active va diminuer avec le temps et que donc le problème pourrait quand même s'amplifier. Mais quand on regarde le taux d'activité, le taux d'emploi des personnes seniors, on voit que là, il y a beaucoup de candidats potentiels qu'il s'agirait d'aller réussir à trouver. Et puis, on comprend aussi, comme ça, de manière assez profonde, que pendant 30 ans, on a le problème principal du monde du travail, ce n'était pas la pénurie de candidats, c'était le chômage de masse. Et qu'on avait deux grandes politiques pour lutter contre le chômage de masse. C'était d'une part les baisses de cotisations patronales pour certains salariés, notamment les jeunes, et puis c'était pousser à la pré-retraite, pousser à la sortie des personnes encore jeunes, parfois dès 55 ans, pour, entre guillemets, libérer de la place pour les autres. Et donc, on a eu toutes ces générations qu'on a poussé à la sortie, gentiment ou pas gentiment d'ailleurs, avec cette idée que surtout il fallait en fait qu'il y ait moins de travailleurs pour pouvoir avoir moins de chômeurs. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences de ces politiques-là parce qu'on se retrouve là presque comme ça assez rapidement, assez brutalement dans le problème un peu inverse. Et quand vous avez quitté le monde du travail, vous êtes à la retraite, en général, vous ne revenez pas. Donc c'est vraiment une espèce d'incompatibilité de vision et de vision politique. Alors je disais que l'idée de pénurie, elle est très contestable parce que la première explication, c'est cet élément de désalignement que j'ai évoqué tout à l'heure qui concerne la question du logement. La question du logement est aujourd'hui le premier goulot d'étranglement du recrutement, quasiment tout secteur confondu. Il y a une raison très profonde à cela, c'est que nous sommes dans une économie numérique, beaucoup plus numérique, qui offre une sorte de prime à la densité. Donc on continue de travailler davantage dans les zones urbaines les plus denses, de travailler de plus en plus dans des grandes villes, dans des moyennes villes, et un peu moins dans des plus petites villes et dans des moyennes villes, et dans des petites villes, pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, la conséquence de cela, de cet exode rural amplifié, c'est que le coût du logement a augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail, et en particulier les revenus du travail dans les services de proximité. Quand je parle de services de proximité, j'entends par là tous ces métiers de soins, de transmission, de care, de ménage, etc., qui nécessitent d'être à proximité de la personne que l'on sert, que l'on soigne, ou chez qui on fait le ménage. Donc ce sont tous ces emplois qui ne sont pas télétravaillables, qui sont les moins valorisés dans la société, dont les revenus ont quand même vraiment stagné, mais qui requièrent d'habiter à proximité. Et là, on se retrouve avec un goulot absolument insurmontable parce que pour les nouveaux entrants, quand vous regardez les métiers, par exemple, enfin les enseignants de l'éducation nationale, vous voyez que selon les zones géographiques et puis très concrètement selon le prix du logement, vous avez plus ou moins de candidats dans une académie. Il y a plus de la moitié de la France qui a plus de places au concours que de candidats dans l'essentiel des disciplines. Donc alors pour le coup, c'est aberrant de parler de pénurie, c'est juste que les gens vont faire autre chose. Hein. Ils sont là, ils vont faire autre chose, ils ne veulent pas de ces emplois-là. Donc parler de pénurie, c'est, je dirais, un peu stérile comme manière de penser le travail. Il est préférable de regarder justement le désalignement pour voir sur quels éléments on peut agir de manière à pouvoir recruter, de manière à rendre attractif le deal que l'on propose à un travailleur.
Donc, la question du rapport à l'espace, du rapport au temps, à la flexibilité, à la possibilité du télétravail, et puis avec au centre de tout cela, la question de l'accès au logement, ça constitue vraiment l'élément central, en fait, hein, de ce désalignement, avant même les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, de sens, d'éco-anxiété, etc., etc. Je dirais, on est quand même souvent dans des considérations assez matérielles quand on voit, et il ne faut pas trop se fier aux groupes médiatiques qui nous feraient tous passer pour des petits capricieux ou des élèves qui cherchent le sens d'une on ne sait quelle manière. Non, souvent, voilà, les gens ont les mêmes problèmes que nos aînés, que nos parents et nos grands-parents, avec des petites nuances. Et on cherche d'abord cet alignement, c'est-à-dire un travail qui nous apporte de quoi vivre bien, un logement, une protection sociale, et puis une identité, une place. Et c'est ça qui fait ce sentiment d'alignement. Merci Laetitia. Est-ce qu'on peut éventuellement répondre à quelques questions qui se sont placées dans le chat sur donc qu'est-ce qui vous parle le plus et là on a effectivement formé des gens en interne pour combler les besoins. Nous avons allé chercher d'autres viviers de candidats, plus de télétravail, accompagnement logement de fonction, services nouveaux, exemple des gardes d'enfants, l'automatisation, l'automisation, L'autonomisation, oui, c'est pas facile ça. Oui, c'est pas facile à prononcer. Réduction du temps de travail, augmentation salariale. Voilà, quelles sont les solutions qui vous parlent le plus? Donc vous pouvez réagir. Interactivité, dans la partie interactivité, en mettant des cœurs, en mettant ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse libre sur cette partie. N'hésitez pas à Elisabeth, je ne sais pas si pendant que les gens interagissent, on peut peut-être commenter certaines des phrases écrites dans le chat, parce qu'il y a une phrase très intéressante d'Elvire qui dit « c'est aussi que les candidats ne sont pas super ». Et je la crois sur parole, parce qu'aujourd'hui, recruter, j'imagine que les candidats ne se bousculent pas, et puis ceux qui arrivent ne sont peut-être pas ceux qu'on aurait voulu avoir. Et c'est c'est tout à fait caractéristique de cette nécessité d'aller chercher d'autres viviers, des viviers nouveaux de candidats qu'on n'était pas allé chercher avant. Et les candidats en question, c'est des gens qui ne sont pas forcément formés, qu'il va falloir former. Donc ça a un coût. C'est des gens qui habitent peut-être plus loin, qui donc vont avoir des conditions plus difficiles, et puis potentiellement arriver en retard, avoir de l'absentéisme. C'est des gens qui n'ont pas la gueule de l'emploi pour une raison ou pour une autre. Mais je pense que le principal, c'est de se dire que ça marche dans les deux sens, en fait, et que quand on les accompagne, quand on prend le temps dans la durée, les candidats pas super peuvent se révéler, pourvu qu'on leur donne les moyens, peut-être pas si mal que ça. On a des réactions, on a des... Je ne sais pas si tu les vois, Laetitia, de ton côté. Alors, je ne vois pas. Est-ce que tu vas aborder une autre solution ou est-ce que tu vas aborder quelque chose par rapport Alors, il y a Catherine qui écrit « Les comportements sont volatiles, les jeunes zappent très vite, soit on s'adapte, soit on ne capte plus personne. À noter toutefois que le métier de manager devient épuisant. » Alors là, oui, je pense qu'en effet, manager surtout la période actuelle, c'est ce qui est le plus épuisant. Si on en croit les chiffres du burn-out et du burn-out managérial en particulier, c'est en effet un problème massif. La question du zapping, alors c'est rigolo parce que dans les médias récemment, j'ai vu la sortie d'un livre d'une journaliste qui s'appelle Salomé Saké et qui, en gros, explique que les jeunes ne sont pas ceux qu'on croit. Donc c'est une représentante des jeunes, qui critique un peu cette vision très générationnelle, l'idée que les jeunes seraient infidèles, zapperaient, etc.
voilà, si l'on regarde la question du désalignement, ce que l'on voit, c'est que par rapport justement à la question du logement, les jeunes générations n'ont pas accès aux éléments protecteurs du deal fordiste, du fameux contrat de labeur, donc en fait n'ont rien à perdre à quitter. Donc, la question que beaucoup se posent, ce n'est pas suis-je capable de m'engager et suis-je capable de faire preuve de loyauté, mais suis-je capable de trouver toutes les contreparties et de trouver quelque chose qui fasse l'affaire pour vivre correctement. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, fondamentalement, la différence générationnelle. Ce n'est pas des aspirations qui seraient radicalement différentes. Ça, les travaux de sociologues montrent que ce n'est pas le cas. On aspire à la même chose. On aspire à s'épanouir au travail, à être plus autonome, à vivre dignement de son travail. Et en cela, les gens de 50 ans et les gens de 40 ans et les gens de 20 ans, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a des petites différences de sondage sur l'éco-anxiété. Ça, c'est vrai. Les jeunes sont plus touchés par les craintes, l'inquiétude face aux problèmes climatiques. Mais là aussi, les plus âgés rejoignent un peu les plus jeunes sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas de phénomène générationnel. C'est vraiment plutôt une situation de vie et un stade de désalignement qui n'est pas le même entre les jeunes et les moins jeunes. Ok. On continue, Laetitia? Avec plaisir. Quel est l'espace de travail aujourd'hui? Quel est l'espace de travail principal aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est une question? On avait un moment j'ai un petit doute, Elisabeth. Est-ce une question que nous posions aux participants, aux adhérents? Aux adhérents? En un mot, c'est cela? En un mot, exactement. Donc, par exemple, usine, bureau. Qu'en est-il des jeunes générations, par exemple la génération Z? Quelle responsabilité des entreprises? Là, c'est des questions qui sont posées. Alors, la responsabilité des entreprises, oui, c'est vraiment la question, la question à je ne sais pas combien de milliers d'euros. C'est une question très, très importante parce que, en effet, jusqu'ici, on avait quand même cette idée de plus en plus d'avoir accès à une main-d'œuvre, comme disent les Américains, une main-d'œuvre liquide, hein, c'est-à-dire cette idée qu'on peut recruter très facilement et puis ne pas avoir besoin de s'engager sur la durée, recruter en fonction de projets, hein, ce qui est amplifié avec le phénomène des relations avec les freelances, hein, l'idée qu'on peut avoir, pratiquement prendre une compétence sur le marché, la mettre sur un projet, puis quand on n'a plus besoin, au revoir, on passe à autre chose. Et ça, c'est un peu je dirais une vision un peu récente qui s'est imposée et qui nous laisse penser que finalement, on n'a pas de relation sur la durée. D'une part, la génération Z serait volage et puis d'autre part, les entreprises seraient uniquement consommatrices de compétences en mode projet. Et tout ça, en fait, c'est quand même largement faux. Parce que du côté des salariés, des candidats, il y a une attente de cette projection dans la durée, d'une relation en fait de loyauté des deux côtés. Ça reste une aspiration forte. C'est pas forcément une réalité, mais c'est une aspiration forte. Et du côté des entreprises, se dire que cette relation dans la durée, elle a énormément, quand elle est bien cultivée, bien entretenue, elle a énormément de bienfaits, et que le gros défi, c'est celui d'accompagner des carrières un peu plus longues, faites de mobilité, qui, quand on est un grand groupe, c'est plus vrai pour les grands groupes que pour les petites entreprises qui peuvent pas tout à fait proposer les mêmes choses, c'est de proposer des carrières en damier, faites de mouvements multiples, de manière à conserver ce lien très fort et proposer des carrières dans toute leur richesse, dans toute leur multiplicité. Donc ça, on y croit beaucoup et il faut y croire beaucoup parce que je pense qu'en tant qu'entreprise, c'est comme ça qu'on fait la différence. Merci Laetitia. J'ai beaucoup de questions des adhérents. A-t-on le recul sur le travail à distance? Est-ce satisfaisant pour les collaborateurs?
Est-ce que tu préfères que je t'énonce les questions au fur et à mesure ou est-ce que est-ce que tu veux que... allez, on va pour une question à la fois. Ou une question à la Super. fois, c'est mieux. Vas-y, on t'écoute. Alors sur le travail à distance, le travail à distance, on a alors globalement la plupart des individus préfèrent un mélange des deux, c'est-à-dire plusieurs jours de télétravail et quelques jours où on va sur site rencontrer les collègues. Donc ça c'est vraiment l'écrasante majorité. Après, ce qui est très étonnant sur ce sujet, j'ai une vague explication, mais j'en ai pas de réponse absolue sur pourquoi c'est comme ça. On a un énorme décalage entre les managers et les employés, les managers et les salariés. C'est-à-dire qu'une majorité de managers aimerait que leurs salariés soient davantage au bureau. Une majorité de salariés aimerait être davantage en télétravail et ça leur convient beaucoup. Malgré les questions de santé mentale, d'isolement, etc., ils veulent plus de télétravail. Malgré tout, ils en veulent plus. Alors pourquoi ce décalage ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons assez profondes à cela, qui sont que souvent on n'est pas tout à fait capable en fait de mesurer la productivité des gens. On n'a pas forcément exprimé les objectifs de manière claire. On a cet épuisement managérial dont on a parlé tout à l'heure, qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour les managers qui ont perdu beaucoup de code, ne savent plus. Elles ne savent pas ce que c'est que manager horizontalement sur des espaces numériques, ne savent pas ce que c'est, ou n'ont pas réussi forcément à trouver leur place dans des rituels qui restent à réinventer. Enfin, c'est beaucoup de difficultés en même temps. Donc, le mal-être managérial, il s'exprime par ça, par une envie de revenir en arrière. De se dire, si seulement on pouvait revenir à avant, tout se passerait mieux. Évidemment, il n'y a pas de... c'est pas possible de revenir à avant. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que même si on revient au bureau davantage, ça n'est plus pareil. Ça n'est plus pareil parce que nos usages numériques ont évolué, parce que tout le monde a les yeux rivés sur l'écran et que cette espèce de petite magie de l'informel, elle n'opère plus de manière aussi puissante qu'auparavant. Merci Laetitia. J'ai une autre question. Que pensez-vous des semaines de travail de 4 jours ? La semaine de 4 jours fait partie des réponses apportées à ce désalignement. À partir du moment où, on le disait tout à l'heure, les contreparties se sont désagrégées et que le travail se réinvente, et bien là, tout d'un coup, on a une espèce de nouveau deal, de nouveau package qui redevient possible. Historiquement, ça n'a rien d'aberrant puisqu'on a eu une baisse du temps de travail pendant pratiquement un siècle. Keynes, avant le milieu du XXe siècle, disait, vu les gains de productivité qui se produisent grâce au progrès technologique, au progrès technique, il sera possible un jour de ne travailler que 15 heures par semaine. C'était sa prédiction, sa prévision. Le grand économiste Keynes, il s'est complètement planté là-dessus parce que ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'on travaillerait quand même beaucoup plus que cela. Et donc là, on a un espèce de retour des débats, des discussions sur la baisse du temps de travail, qui a ceci de différent des discussions d'hier, c'est que comme elle s'accompagne aussi d'une manière de repenser le travail et l'espace de travail dans sa globalité, eh bien en fait, on est peut-être capable d'avoir des gains de productivité encore plus importants parce qu'on a des outils meilleurs, parce qu'on peut réinventer les manières de collaborer, de manière à en faire autant en beaucoup moins de temps. Donc, cette idée de passer à la semaine de 32 heures sur 4 jours, c'est une idée qui, ou plutôt c'est une mise en œuvre qui a fait ses preuves dans beaucoup d'entreprises qui en ont fait l'expérience. Ça n'est certainement pas la réponse à tout et certainement pas quelque chose qui convient dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. En revanche, ça exprime quelque chose de très fort. Pour certains aussi, notamment les travailleurs les plus privilégiés, les cadres qui travaillent aussi en partie à distance, ça permet d'avoir un peu le retour d'un mode de vie bourgeois des années 80-90 qui était on a une maison, on a un appartement en ville et puis une maison à la campagne à distance. Ça s'est un petit peu démocratisé, je dis un petit peu parce que tout le monde n'a pas de logement évidemment, mais beaucoup plus de gens vivent sur plusieurs sites, pas forcément, le deuxième n'étant pas forcément à eux. Et ça convient avec la semaine de 4 jours, c'est beaucoup plus facile à gérer. J'ai d'autres questions, Laetitia. Sur la question du logement, quelles sont les pistes de réflexion pour les entreprises ?
Alors, les pistes de réflexion consistent à apporter des réponses qui peuvent aller de quelque chose de très simple comme repenser le logement de fonction. Dans certains cas, c'est vraiment quelque chose qui résout un problème. Si on prend l'exemple des écoles en Californie, en particulier à San Francisco, les salaires des enseignants ne suffisent pas à payer un logement à San Francisco. Donc, il y a des écoles qui se sont retrouvées parfois à la rentrée avec pas assez d'enseignants. Et elles ont mis au point des systèmes de logement de fonction pour attirer des enseignants qui n'allaient pas y rester des années et des années, puisque ce n'est pas des conditions de logement absolument fabuleuses. Mais évidemment, ça, c'est une solution. Pour d'autres, comme la mairie de Paris, la solution, c'est de rendre télétravaillable beaucoup plus d'emplois. Donc, ça a été au début des contraintes techniques pour pouvoir assurer des services différemment, ce qui permet d'accéder à des viviers de candidats qui habitent loin, beaucoup plus loin, et donc dans des logements qui sont beaucoup plus abordables. Ça, c'est des solutions qui paraissent assez évidentes et qui en même temps sont aussi pas toujours possible. Donc après, l'innovation, elle se trouve dans la manière de réinventer le travail. Donc ça peut être des choses a priori des innovations par rapport au temps, le fait de faire sur 2 jours des blocs énormément de travail de manière à ensuite libérer le reste de la semaine pour ne pas avoir à vivre à proximité du travail et ne pas avoir à payer un logement. Je dis cela en ayant en tête l'exemple des chauffeurs Uber dans les années 2015, 2016, 2017. Il y en avait beaucoup qui travaillaient justement, encore une fois, à San Francisco, qui faisaient beaucoup de courses pendant 2 jours. Parce qu'il y avait beaucoup d'activités à ce moment-là, et ils faisaient tout leur chiffre d'affaires sur 2 jours. C'était des indépendants, on est d'accord. Hein. Ils faisaient tout leur chiffre d'affaires sur 2 jours et dormaient dans la voiture ou dormaient sur le canapé de quelqu'un, et puis ensuite rentraient chez eux. Et en fait, cette idée-là qu'on peut avoir une vision beaucoup plus souple du temps de travail, donc la semaine de 4 jours en fait partie de ces innovations-là, pour pouvoir assouplir les contraintes de logement, le rapport au logement, ça fait partie des solutions. En gros, on a beaucoup de solutions qui sont aussi de dire qu'on réinvente les emplois, parce qu'on a des tâches valorisées, des tâches peu valorisées, les bundles que constituent les emplois, c'est-à-dire la manière d'assembler les tâches les unes avec les autres, eh bien, là aussi, peuvent donner lieu à beaucoup plus d'inventivité, d'innovation. Je donne un exemple très concret. Imaginez que vous avez... je vais donner un exemple délibérément provocateur, mais vous avez quelqu'un qui a une tâche ménagère peu valorisée, qui est très mal rémunérée et qui fait ça à la chaîne. Par exemple, juste nettoyer les toilettes et ne faire que ça toute la journée, très mal payé. Vous n'allez pas réussir à recruter cette personne-là. C'est trop mal payé, elle est obligée de se loger à proximité, ça ne marchera pas. En revanche, si vous composez un emploi qui va être beaucoup plus polyvalent, vous allez avoir plusieurs tâches, dont 2, 3 un peu désagréables, sur un package de tâches qui serait plus intéressante, eh bien vous allez pouvoir en fait revaloriser un emploi et donc faire intégrer les tâches difficiles pour lesquelles on n'arrive pas à recruter quelqu'un directement dans d'autres emplois, dispatchés en quelque sorte. Et finalement, de manière assez profonde, on est amené à réinventer les tâches à l'intérieur des emplois. Et on va le faire de manière accélérée aussi avec l'intelligence artificielle. Parce que ChatGPT nous dit qu'il y a certaines tâches qu'on pensait avoir beaucoup de valeur, comme rédiger, analyser des données, faire de la comptabilité, etc., qu'en fait, on va automatiser beaucoup plus facilement que d'autres qu'on jugeait beaucoup moins valorisées, comme nettoyer, cirer le parquet ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est un peu paradoxal et que du coup, les tâches aujourd'hui les plus facilement automatisables sont celles qui étaient les plus valorisées sur le marché de l'emploi et celles qui étaient, et l'inverse. Voilà. Donc là, on est dans une situation où on voit bien qu'on va redispatcher les tâches à l'intérieur des emplois et que peut-être il y aura une revalorisation de certains types de tâches, ce qui réglerait le problème. En gros, on sera capable de payer plus quelqu'un pour faire le ménage, par exemple. Laetitia, merci. Peut-être une dernière question pour terminer. Quel est l'espace de travail principal en utilisant naturellement pour nos adhérents la partie interactivité. Donc, je les remercie de bien utiliser cette partie pour qu'on puisse répondre effectivement. Merci à vous.
Et voilà, on va pouvoir faire un nuage de mots. Alors, je vois partout, bureau, maison. Déjà, on a beaucoup de choses là. Il y en a un qui manque encore. Il va arriver. C'est lié. Le train, oui. La voiture, ah oui, en effet, la voiture, elle est surtout depuis la multiplication des emplois de la logistique du dernier kilomètre. Il y a beaucoup de gens qui livrent, beaucoup de gens qui sont sur la route. On aurait pu mettre la route. Domicile, Les café. champs. Les champs, les espaces de coworking. Alors, on en voit beaucoup, donc c'est quand même assez fidèle à ce que je voulais te dire, Elisabeth, sur la fragmentation. Voilà, exactement. Exactement. Je pense que tu peux effectivement aborder ce sujet. Eh ben exactement. En fait, vous l'avez tous très bien dit et très bien vu, ça se fragmente énormément. C'est-à-dire que on a toujours l'usine, on a toujours le bureau, on a toujours les chantiers, les sites, on a les sites de construction, on a toujours et encore les boutiques, ou bien on travaille chez ses clients, ou bien, enfin bref, on a toute cette multiplication de lieux avec les routes entre elles, puisque beaucoup plus d'emplois aussi sont liés à la livraison, à la logistique du dernier kilomètre. Finalement, si on devait en avoir un principal, je vais dire le premier, c'est l'espace virtuel, c'est l'espace numérique, c'est toutes ces applications sur lesquelles on se retrouve par défaut et sur lesquelles on travaille par défaut. Et je suis étonnée que personne l'ait mis parce que finalement, c'est quand même le premier espace puisque c'est celui qui coordonne tous les autres. Et que quand on est une entreprise et qu'on gère des relations diverses et multiples, parfois avec plusieurs sites, parfois avec des employés vraiment distribués géographiquement, soit parce qu'on a une usine et des bureaux et des individus à distance, soit parce qu'on a simplement des employés qui sont dispersés parce que certains sont en télétravail, eh bien l'espace premier, c'est l'ensemble, c'est tout l'ensemble applicatif que vous allez mettre au point pour pouvoir coordonner le travail et la collaboration des travailleurs entre eux. Que la collaboration soit avec d'ailleurs les clients ou soit avec les prestataires, les freelances et les salariés les uns avec les autres. Et c'est le premier, et c'est important d'avoir en tête que c'est le premier, parce que je ne suis pas en train de dire, façon Mark Zuckerberg, qu'on va tous se retrouver dans le métaverse, ça c'est déjà has-been. Ce que je vous dis, c'est que c'est déjà une réalité, c'est sur WhatsApp, sur Teams, etc. Et qu'en avoir conscience, c'est essentiel parce que ça permet d'avoir des considérations de design en la matière. Il ne s'agit absolument pas de dire qu'on va boire des bières dans le métaverse, je n'en vois pas l'intérêt. En revanche, avoir ces considérations en tête, c'est se poser des questions sur l'accès à l'information, sur la communication, sur les protocoles de communication, sur les codes culturels qu'on met en place et tout ce qu'on met en place pour que ça fonctionne bien. Et après, bien sûr, on va boire des bières en vrai, avec du vrai liquide, pour se faire plaisir. Mais donc, c'est vraiment pas une opposition virtuelle réelle, c'est savoir que c'est une couche qui se pose par-dessus tout et qui coordonne l'ensemble des espaces fragmentés. Ça, c'est le premier élément de réponse sur où est-ce qu'on travaille. Et c'est ça, fondamentalement, l'explication de ce que c'est que le travail hybride. Et c'est ça le défi principal qu'on a à relever en tant qu'entreprise, c'est savoir comment on va coordonner de la manière la plus optimale possible. Ça présente des défis IT, des défis évidemment informatiques, quelles applications, comment, etc. Mais ça présente aussi des défis culturels, parce que communiquer, eh bien, on est obligé de se poser des questions sur comment on communique, et c'est quelque chose de fondamentalement culturel. On voit que les codes changent, on se parle pas pareil, on met plus les mêmes formules de politesse sur un chat d'outils collaboratifs qu'on mettait dans les mails et qu'on mettait encore autrefois dans les lettres, où on avait des formules de politesse dédiées selon les personnes auxquelles on s'adresse. On voit bien que ces codes, c'est des
codes culturels qui sont en train d'évoluer et qu'on fait évoluer en ce moment à très grande vitesse. Mais il s'agit de faire attention à tout ce qui est important et donc d'avoir des considérations de design avec des personas. Où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'il y a des malaises, où est-ce qu'il y a des mal-être. Parfois, on a un sentiment de paranoïa quand on est isolé et qu'on n'a pas une réponse immédiate de son supérieur hiérarchique. L'impression que le travail que l'on a rendu n'a pas fait l'affaire alors que le supérieur hiérarchique est seulement débordé et incapable de répondre immédiatement. Donc, avoir ça en tête, c'est se dire que c'est peut-être très important d'accuser réception très rapidement, d'être très explicite, comme les cultures les plus explicites, pour dire quand est-ce qu'on fait le point, de donner une information très importante, de réagir de manière différente de ce qu'on fait quand on est présent dans la même pièce, toujours, tout le temps, du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi. Et puis, Elisabeth, je crois qu'on a encore 3 minutes, non? 2 minutes, peut-être? Oui, on a encore, mais est-ce que tu veux répondre peut-être à quelques questions ou est-ce qu'on a des questions sur le chat ou... J'aurais quand même voulu parler de la maison aussi. Oui. Point important. Ouais, la maison, quand même, vous êtes nombreux à avoir mis maison dans le nuage de mots ou domicile. Il y en a quand même plusieurs. Vous pouvez poser vos questions à Laetitia, bien sûr. Vous pouvez poser vos questions. Alors, il y a quand même, oui, voilà, il y a eu quelques maisons dans le nuage de mots. Je ne sais pas si tu en as vu, Elisabeth, des maisons, hein, maison, domicile. Oui, j'y tiens beaucoup parce que ce sujet du retour de la sphère domestique comme espace central, espace physique central du travail. On a vu l'espace virtuel et on a l'espace physique et c'est l'espace numéro 1, probablement l'espace numéro 1 en termes de quantité travaillée. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais non, moi je travaille l'essentiel au bureau. D'abord, quand vous dites que vous travaillez l'essentiel au bureau, vous ne comptez pas les heures passées à répondre à vos emails, dont une partie sont faites à domicile. Vous ne comptez pas finalement tout ce temps de travail, parfois informel, soit de réflexion, soit de communication, d'email en particulier que vous faites à domicile. Souvent, on ne compte pas non plus la quantité de télétravail informel qui est réellement effectuée par l'ensemble des salariés. Et ça constitue déjà beaucoup. Ça constitue déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. On a aussi l'ensemble des travailleurs domestiques, j'ai envie de dire travailleuses, puisque c'est une majorité de femmes, qui sont quand même environ 2 millions en France, et qui sont les métiers parmi ceux qu'on recrute le plus, parmi ceux qu'on cherche à recruter le plus et qu'on a le plus de mal à recruter. Des nounous, évidemment, des assistantes maternelles quand elles reçoivent à leur domicile les enfants des autres, des femmes de ménage à domicile, des auxiliaires de vie, toutes sortes de métiers qui viennent aussi livrer des services à domicile, notamment aux personnes âgées. Et vu les évolutions démographiques et le vieillissement de la population, bien ça, on sait qu'il y en aura plus, qu'il y en aura de plus en plus, que les modes d'habitation évoluent, qu'il y aura au cours de la génération prochaine probablement une grande quantité de bureaux qui seront reconvertis en logements. Et c'est bien le reflet d'une position beaucoup plus centrale et en train d'être réinventée de la place du logement. Si on ajoute à ça les freelances, les artisans, les artistes, etc., enfin bref, tout ce travail formel et informel, et je n'ai pas mentionné tout le travail gratuit qui se fait à domicile, celui que vous faites, les corvées domestiques, tout ce travail de reproduction de la force de travail, faire à manger pour les autres, etc. Et donc, repenser comme l'espace physique numéro 1, là aussi, c'est intéressant parce que on est en quelque sorte en train de revenir à un système d'avant la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle, elle a séparé la reproduction de la force de travail, les femmes à la maison à préparer la popote et puis s'occuper des enfants, et puis l'usine à l'extérieur, plus masculin, etc. Et puis il y avait une séparation des espaces. Alors que avant ça, il y avait beaucoup de travail. Il y avait un système qui s'appelait le putting out system en Grande-Bretagne, qui concernait l'industrie textile. Les négociants amenaient les matières premières au domicile des travailleuses qui cousaient, faisaient des vêtements, travaillaient, et puis ensuite on allait chercher le travail qui était fait dans les domiciles. Et ça s'est perpétué, même après la révolution industrielle, mais de manière complètement invisible et beaucoup plus marginale. Et aujourd'hui, on revient massivement à la sphère domestique comme un espace de production aussi, de reproduction et de production, et un espace complètement central. Et pourquoi il faut l'avoir en tête? Parce que les logements vont évoluer.
Donc, si on travaille dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans l'architecture, dans l'aménagement, il faut bien avoir en tête que c'est un espace de production. On a vu pendant les confinements et puis après la multiplication de gens qui aménagent une pièce en plus pour travailler dans leur logement. On a des considérations d'ergonomie à avoir en tête aussi. C'est que si vous êtes employeur, vous aviez investi dans du super matériel au bureau, et finalement, vos salariés passent l'essentiel du temps, ou une plus grande partie du temps, la moitié, j'en sais rien, ou un tiers, ou un quart du temps à domicile, et n'ont pas du tout les mêmes conditions ergonomiques. Là, il y a un nouveau rôle à inventer en tant qu'employeur pour... qui n'est pas nouveau non plus, bien sûr, ça fait partie des négociations aussi syndicales, de savoir quelle est la responsabilité de l'employeur sur les conditions ergonomiques de travail à domicile. Ça, c'est une question qui va monter, qui va continuer de monter au cours des prochaines années. Et puis, il y a un autre sujet sur la sphère domestique qui est vraiment central, c'est la question qu'on a tous vécue du brouillage entre le professionnel et le personnel. Je fais une réunion sur Zoom et puis l'instant d'après, j'étends ma lessive. Et puis l'instant encore après, je prépare à manger, etc. Enfin, cette espèce de mélange des genres qui a tout un tas d'effets bénéfiques, le fait de se sentir plus maître, de gérer ses corvées, de vivre avec plus d'autonomie, et d'effets négatifs aussi, d'effets négatifs parce que surmenage, épuisement, on en fait trop. On n'arrive plus à séparer les choses, donc on se laisse complètement déborder. Quand on a des contraintes ou des notions de surveillance dans son travail, le fait de se rajouter finalement des contraintes de plus, c'est une vie encore plus compliquée. Les sondages montrent que les femmes ont morflé et morflent beaucoup plus en matière de télétravail parce que souvent elles gardent une charge domestique plus importante. Et elles gagnent davantage, on va dire, à s'extraire de cette sphère domestique pour ne pas se laisser happer par les corvées. Donc, il y a beaucoup de considérations qui sont en train de toucher de près les sujets RH, alors qu'avant, on avait cette séparation très claire. Il y a ce qui est privé, la vie privée, on s'en occupe pas. Et puis, il y a ce qui est travail, et puis ça, c'est ce qui nous concerne. Et on voit bien, par exemple, sur les questions de parentalité, sur les questions de maladies et de maladies longues, sous l'influence d'associations militantes dont j'admire le travail, comme l'association Cancer at Work, qui milite pour qu'on parle du cancer et de ses conséquences, son impact sur la vie de travail. Mais tout ça nous amène à repenser le travail dans son écosystème, dans cette hybridation avec la vie personnelle. Il ne s'agit pas d'aller regarder la vie privée des gens, mais il s'agit d'avoir conscience que on n'a pas, on n'oublie pas ses soucis personnels à la porte du bureau et vice-versa. Tout ça, c'est mélangé et que avoir des salariés en bonne forme et puis performants, c'est avoir des gens qui sont sûrs d'avoir quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants, d'être bien soignés, d'être en bonne santé, d'être logés, toutes ces considérations-là qu'on avait quand on était une entreprise paternaliste et qu'on a un petit peu mis de côté pendant quelques années. Merci Laetitia. Oui, je suis là. Je suis avec toi. Est-ce que nous avons des retours de questions pour Laetitia ou est-ce que... Oui, ok. Je pense qu'on attend un tout petit peu pour avoir des retours. Tu parlais d'un alignement dans les années 50. Oui, alors je parlais de l'alignement des années 50. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Absolument. Alors, ce qu'on a eu à ce moment-là, c'était en même temps que l'espérance de vie commence à s'améliorer parce que progrès de la médecine, parce que accès surtout à des services médicaux. On vient d'inventer la sécurité sociale en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'un coup, on construit beaucoup d'hôpitaux, on a cet accès à la médecine qui s'améliore, qui se généralise. Et en même temps qu'on a ça, on a tout d'un coup aussi la fameuse sécurité de l'emploi, de ce modèle de l'emploi salarié de type fordiste qui
concernait quand même davantage les ouvriers que les travailleuses dans les services. Quand vous étiez femme de ménage, vous aviez beaucoup moins cet alignement-là, il faut quand même le préciser. Mais cet ouvrier qui a un contrat Fordis qui fonctionne, il a donc non seulement l'accès à des nouveaux services, mais aussi la possibilité tout d'un coup de prouver sa solvabilité grâce à la fiche de paie pour y avoir accès. Et donc, on a eu en même temps des effets, on va dire, institutionnels grâce à un contrat social sur lequel on s'est mis d'accord après la Seconde Guerre mondiale, et puis un alignement contractuel dans le rapport au travail qui rend possible à tous d'en profiter. Donc, le résultat de ça, c'est une grande démocratisation de l'accès à ce qui était autrefois réservé aux gens très, très riches. La santé, un logement de qualité, une voiture, évidemment. Donc, toute la civilisation de l'automobile qui se construit autour de ça. Donc, l'alignement, il était qu'une vie bonne, une bonne vie dans les années 50, c'était avoir une maison, avoir des enfants, peut-être un chien, puis une voiture. Et donc, la maison était peut-être en banlieue, surtout sur le modèle américain, le modèle des suburbs à l'américaine. Et tout fonctionnait de manière systémique parfaite. C'est-à-dire qu'on a construit les routes en même temps que les gens commençaient à acheter des voitures. Ils ont commencé à acheter des voitures parce qu'ils pouvaient avoir accès à l'emprunt, au crédit bancaire. Et ils avaient besoin d'une voiture parce qu'ils pouvaient se loger, s'acheter un pavillon dans les banlieues. Donc, la carte urbaine s'est redessinée avec cet alignement des années 1950 qui correspondait à la définition de la bonne vie. Aujourd'hui, le défi, c'est de se dire quel serait ce nouvel alignement pour la bonne vie des années 2020, des années 2030 ? Peut-être que c'est une question qu'on devrait aussi poser aux participants. On a d'autres questions, Laetitia. On a d'autres questions. Que penses-tu du 100% télétravail ? Alors, le 100% télétravail, il est très souvent décrié. J'imagine que la personne qui pose cette question s'attend à ce que je dise c'est terrible, on a besoin de se voir. Oui, on a besoin de se voir, je suis tout à fait d'accord. Mais le 100% télétravail est souvent fait par des petites structures qui l'ont pensé dès le début et qui donc ont eu des considérations de design dès le départ. Et donc souvent, force est de constater que ça fonctionne pas mal, notamment des entreprises de type Buffer. Donc, c'est une start-up qui, depuis plusieurs années, communique là-dessus. Bien avant déjà la pandémie, fonctionnait en 100%, ce qu'ils appellent le 100% remote, 100% télétravail. Mais ils ont tout un tas, justement, de réflexions sur la culture, sur le fait d'organiser des retraites d'entreprise où on se voit pour vraiment apprendre à se connaître, où c'est comme des séminaires plus à intervalles réguliers pour pouvoir nouer des relations fortes. Des outils ultra performants, très très clairs sur comment on communique, sur comment on travaille en mode projet, etc. Et le bilan de ça, c'est que ça fonctionne en général bien quand on l'a fait dès le départ ou très tôt dans la vie de l'entreprise, de l'équipe, quand on se connaît très bien et que du coup, tout ce qui est paranoïa, incompréhension, etc. va être moins problématique. Et quand on est en nombre restreint, c'est pas évident. Il n'y a pas de très 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 grandes entreprises chez qui ça marche extraordinairement bien. Les très grandes entreprises qui l'ont fait, comme par exemple Facebook, pendant la pandémie. Donc Facebook, il faut le rappeler, était très 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 pro bureau au début de la pandémie et avant la pandémie. Ils avaient des bureaux magnifiques, des cantines super généreuses, etc. Et donc, ils sont passés au télétravail 100% avec la pandémie, forcés, et puis aujourd'hui forcés par des conditions où les gens ne veulent plus retourner au bureau comme avant. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé avec ces équipes pléthoriques de, je ne sais plus combien ils étaient, 50-60 000 personnes, c'est qu'ils se sont rendus compte non seulement qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à distance, mais qu'il y a aussi des choses qui n'étaient pas nécessaires du tout. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ils ont viré 10 000 personnes, ils sont encore en train de virer 10 000 personnes de plus. Donc, il y a plus de 25 000 licenciements. C'est-à-dire que c'est une remise en question très profonde qui n'a pas pour seule explication les difficultés de Meta, l'entreprise, de Facebook en tant qu'entreprise, et puis du non-succès du métaverse ou des choses comme ça. Ce n'est pas que ça. C'est aussi le passage au 100% télétravail de manière brutale pour 40 000 personnes. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont redondants, beaucoup de choses qui ne servaient à rien, qui étaient finalement
peut-être des bullshit jobs, on n'en sait rien. En tout cas, des choses dont finalement on dit qu'on peut parfaitement faire l'économie, ce qui est très brutal pour les gens qui le vivent, pour les gens qui le vivent. Hein. Quand on entend Zuckerberg dire, il a dit ça hier ou avant-hier, je ne sais pas, cette année c'est l'année de l'efficacité, c'était pas dégraisser le mammouth, hein, mais une expression un peu de ce style-là, c'est extraordinairement brutal. Et ça, c'est une des conséquences du passage comme ça au 100% télétravail. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour les grandes entreprises parce que quand on est une grande entreprise, en fait, on a énormément de couches complexes, de départements qui sont parfois redondants, etc. Et quand on passe au 100% virtuel, eh bien, on repense complètement les systèmes. Et tout ce qui pouvait être redondant parce qu'il y avait des bureaux qui étaient séparés, parce que les gens fonctionnaient par équipe en présentiel, il doit être supprimé. Donc le passage, la transition, elle est difficile. Et puis après, dans d'autres grandes entreprises, elle est difficile aussi pour des raisons culturelles, sociales, humaines. Donc c'est pas je dirais c'est pas forcément une recommandation qu'on va faire à toutes les grandes entreprises de dire voilà, il n'y a qu'à passer au 100% télétravail. Merci Laetitia. J'ai beaucoup d'autres questions d'adhérents, dont une qui se répète beaucoup. Comment vois-tu le nouvel alignement? J'ai écrit un livre dessus qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage. Ce nouvel alignement, j'en suis assez convaincue, il se fait du côté du travail autour des valeurs de l'artisanat, que j'ai déjà un petit peu évoquées, qui sont l'autonomie. Donc, ça peut se faire sous la modalité du travail indépendant, mais pas forcément. Ça peut être aussi, quand on est salarié, d'avoir une subordination qui n'est vraiment plus que juridique. Donc, vraiment une autonomie complète. Ça veut dire aussi ne plus avoir à pointer, que ce soit pointer réellement ou pointer de manière symbolique, donc un rapport au temps qui se transforme. C'est une responsabilité vis-à-vis de l'impact de son travail, de sentir l'effet de ce qu'on fait, la vision globale, y compris stratégique, culturelle du travail que l'on effectue, et puis de la créativité. Donc loin du one best way où on reproduit des gestes, souvenez-vous, la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Ben non, en fait, ceux qui pensent exécutent et ceux qui exécutent pensent. Hein, on les remélange à nouveau. Donc c'est ça que j'appelle artisanat, c'est quelque chose de beaucoup plus artisanal. Donc contractuellement, ça peut prendre des formes différentes. Hein. Ça peut être formellement un contrat salarié, mais où les gens sont vraiment très autonomes. Ça peut être un contrat, ça peut être un freelance qui est du coup a pour donneur d'ordre un client en fait, hein, donc c'est une relation qui est une relation commerciale qui ne rentre plus dans le droit du travail. En tout cas, voilà, comme le dit Eric, hein, celui qui fait, c'est celui qui sait, celui qui sait, c'est celui qui fait. Ça, je suis assez convaincue que les nouveaux modèles nous invitent à retourner davantage dans cette direction. En tout cas, beaucoup plus d'emplois vont retourner, de travailleurs vont retourner dans cette direction-là. Et puis, du côté des contreparties, pas de miracle. On a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de santé, on a toujours besoin d'écoles pour ses enfants, et puis d'hôpitaux, et puis on a toujours besoin de retraite, et on a toujours, on a toujours autant on est toujours susceptible de tomber malade, d'avoir besoin de prévoyance. Voilà, tous ces sujets-là, en fait, il ne s'agit pas de réinventer la poudre, il s'agit de améliorer, renforcer, protéger les institutions qui ont bien fonctionné, en gardant en tête que derrière tout cela, il y a des contrats collectifs, enfin un contrat social, qui a un modèle qui est quand même fondamentalement collectif. Et je me réjouis finalement dans tout le chaos autour de la réforme des retraites. Il y a une chose quand même qui est très intéressante, c'est qu'on semble redécouvrir la notion de négociation collective, redécouvrir le rôle des corps intermédiaires comme les organisations syndicales qui avaient quand même beaucoup décliné et qu'on pensait devenues complètement obsolètes. On se rend compte, non, il faut se mettre autour d'une table et puis négocier, et puis trouver un deal, appelons-le contrat de labeur si on veut, qui fonctionne. Ça va se passer par branche, ça va se passer par secteur, ça va se passer par métier, ça va se passer par pays, ça va se passer par... C'est vraiment à des échelons très différents que ces négociations se produisent, pas uniquement à l'échelon de l'entreprise, même si l'entreprise a un rôle très important à jouer.
J'ai la conviction que beaucoup d'entreprises vont avoir un rôle plus militant, plus actif, retrouver les éléments positifs d'un paternalisme qu'on a décrié comme étant finalement un peu liberticide, parce que au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, une entreprise paternaliste, c'était une entreprise qui traitait ses salariés comme des enfants, qui n'avaient droit à rien, enfin pas droit à la part, en tout cas à dire grand-chose, à qui qu'on protégeait, mais à qui on ne donnait pas beaucoup de liberté. Ça, évidemment, c'est un modèle complètement obsolète. En revanche, cette idée que l'entreprise doit avoir une vision systémique de ce qui entoure le travail, qui inclut le logement, l'enseignement des enfants, la garde des enfants. Et là, on voit que beaucoup d'entreprises ont un rôle actif là-dessus, sur les congés parentaux, en offrant plus, en offrant mieux, en permettant aux hommes de partir en congé paternité en ayant une rémunération digne de ce nom. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en train d'être inventées à l'échelle de l'entreprise. Mais je dirais, pour finir, qu'il y a 3 échelons et que finalement, les 3 sont collectifs. Le premier échelon, c'est l'échelon de l'individu. Il n'y a pas un contrat de labeur qui fonctionne pour tout le monde, parce que cet artisanat, c'est un savoir-faire qu'on développe pour soi, c'est une valorisation de ses compétences, de sa carrière et de l'histoire qu'on raconte derrière, des relations que l'on noue avec les autres pour soi. Ça paraît très individualiste comme manière de le présenter. Donc il y a même à cet échelon individuel quelque chose de collectif, c'est-à-dire retrouver des collectifs de gens dont le contrat d'ouvrage est un peu le même ou similaire. Donc, ça va être comme des guildes d'artisans, des guildes d'artisans pour protéger un savoir-faire, pour se former ensemble, pour négocier ensemble des tarifs. Ça, c'est l'échelle de l'individu. Ensuite, il y a l'échelle de l'entreprise. J'en ai parlé à l'instant, ou de l'échelle de l'entreprise et de l'organisation, avec beaucoup de choses à réinventer pour avoir un deal qui soit plus aligné et pouvoir avoir des emplois qui paraissent attractif pour les candidats. Et puis, on a l'échelon sociétal, étatique, collectif, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'État, et puis tout ce qu'on décide de mettre ensemble, de mutualiser pour faire garder nos enfants, pour nous soigner, parce que si on n'a pas accès aux soins, c'est le travail qui va en pâtir aussi, pour nos retraites, pour l'ensemble des besoins qu'on a, qui restent des éléments, on va dire, de contrat social collectif pour lesquels il faut qu'on soit d'accord de mettre au pot, de cotiser, pour ensuite pouvoir en profiter quand on en a besoin. Merci Laetitia. Bon, le temps passe très très vite. J'ai encore une question qui est ressortie plusieurs fois. Comment fait-on pour manager à distance ? J'ai écrit un livre blanc là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour Welcome to the Jungle, qui décortique beaucoup d'éléments finalement très, très apparemment prosaïques, de codes culturels et de petits rituels. Et puis de codes culturels, de petits rituels et d'outils. C'est que d'abord, il faut savoir comment on communique, quel outil on utilise, comment on assure à tous un accès à l'information. Et ce qu'on observe, qui est un petit peu étrange, c'est que on a les mêmes considérations qu'en matière de communication interculturelle. Jusqu'ici, la communication interculturelle, c'était réservé, on va dire, aux entreprises qui envoyaient des cadres dans leurs filiales, dans des pays lointains, à qui on offrait des formations pour apprendre à travailler avec des Chinois, avec des Russes, etc. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a tous besoin de ces formations-là, parce que quand on est à distance, on se trouve confronté à des chocs culturels aussi. C'est-à-dire, quand on passe à l'écrit alors qu'on a l'habitude de parler à l'oral, qu'est-ce que ça veut dire? Quel ton il y a derrière? Comment on parle? Était-ce de l'ironie ou n'était-ce pas de l'ironie? On se trouve un peu perdu, comme moi en Allemagne, par exemple, à plus trop savoir comment interpréter les choses. Donc, je disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on est dans une période de changement culturel et que du coup, on est tous un tout petit peu paumés encore. On ne sait pas tout à fait quel code, comment on finit un email, comment on finit un message, comment on s'adresse aux gens, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous invite, quand on regarde à l'interculturel, à trouver le dénominateur commun, le modèle par défaut qui fonctionne. Et le modèle par défaut qui fonctionne,
je vais peut-être vous choquer, c'est le modèle américain. Je vais vous choquer parce que je ne suis pas très américanophile par ailleurs, mais en tout cas, j'aime beaucoup critiquer les Américains, même si je les aime quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont très explicites. C'est un mode de communication dans lequel le contexte ne joue pas un rôle très important. On n'a pas forcément besoin d'éléments de contexte pour comprendre. La responsabilité de la clarté du message, elle est du côté de la personne qui dit le message, pas du côté de la personne qui la comprend. Donc les Américains disent toujours est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que c'était clair, etc. Est-ce que je dois reformuler? Donc, il y a vraiment cette idée-là, très importante. L'autre idée, c'est qu'on récapitule tout, de manière parfois un petit peu lourde. On récapitule de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information. Et puis, on évite, comme les Américains, on évite l'ironie, parce que l'ironie, surtout à l'écrit, en fait, on peut ne pas la comprendre, même quand on est dans une culture qui aime bien l'ironie, comme la culture française. Qui aiment bien le second degré. Voilà, les Américains, par exemple, ils ne font pas de second degré, ils ne connaissent pas le second degré. Donc c'est pour ça que voilà, je parlais de l'interculturel pour donner un exemple sur la communication. Donc voilà, récapituler, accuser réception immédiatement, être très explicite. Ça ne nous empêche pas après de faire des blagues et de continuer à avoir de l'ironie quand on se voit autour d'un déjeuner qui aura été programmé. Ok, merci Laetitia. J'ai encore une question qui a été posée plusieurs fois, qui est un petit peu longue. Certains salariés, plus anciens ou plus âgés, peuvent très mal vivre, ces évolutions et ressentir paradoxalement le sentiment d'un isolement sur le lieu de travail. Les équilibres ne sont pas faciles à trouver. Alors, je suis complètement d'accord avec la personne qui a écrit ça. En effet, et c'est d'ailleurs vrai au travail et c'est vrai un peu dans toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire que on a été élevé pour les personnes d'entre nous qui ont, on va dire, plus de 35 ans, dans l'idée que, voilà, enfin, en tout cas avec tout un tas de langage corporel, de communication, avec une part informelle très importante. Si je prends l'exemple... je prends l'exemple de la drague. On allait dans un bar, dans une soirée, on se parle, etc. Maintenant, on ne sait plus draguer autrement qu'en utilisant des applications de rencontres. C'est très difficile d'avoir le contact avec les yeux parce que beaucoup plus de gens ont les yeux rivés sur leur écran, sur leur téléphone en particulier. Donc, il y a tout un tas d'éléments vraiment liés aux usages numériques qui nous isolent et qui nous isolent de manière croissante. Il y a beaucoup de psychologues, de sociologues qui ont fait des travaux récents. Et donc, il est évident que dans le monde professionnel, dans le bureau, on l'éprouve de la même manière que dans la vie de tous les jours, dans les autres dimensions de la vie de tous les jours, c'est-à-dire un isolement accru. Au travail, par exemple, on a observé avant même la pandémie, que on s'envoyait beaucoup plus de messages écrits sur les outils de messagerie professionnelle type Teams ou autre, mais quelque chose comme 100% de plus en quelques années, alors même qu'on est dans la même pièce, dans le même open space. Et donc l'open space, finalement, nous a un peu isolés parce que on peut pas se déranger constamment. Et si on peut pas se déranger constamment, par défaut, on passe davantage par l'écrit. Et plus on s'écrit et plus on utilise des applications numériques, plus on perd en fait la capacité à interagir avec les autres hors d'un cadre qui est celui des usages numériques. Je vous donne un petit exemple voilà, aussi pour illustrer ça. J'ai une fille adolescente qui a beaucoup souffert pendant la pandémie, d'isolement justement, à un moment où on est censé quand même nouer des relations avec les autres. Donc, je vous rassure, ça va mieux maintenant. Mais quand elle a commencé à revenir à l'école après une année quasiment sans école, elle me racontait que c'était vraiment très, très difficile de parler aux autres, tellement elle se sentait timide, tellement elle se sentait gênée, en fait, d'être avec les autres. Et elle me raconte qu'elle s'est retrouvée avec un camarade sur un quai de métro, de U-Bahn en l'occurrence, et qu'elle n'osait pas lui parler, et elle lui a envoyé un message sur WhatsApp, en étant sur le même quai que son camarade de classe avec qui elle partageait des cours. Et ça, en fait, finalement, ça peut nous faire un peu rigoler, mais qui n'a pas envoyé un message écrit par confort psychologique parce que
on se sent finalement un peu plus introverti, un peu timide, etc. On est de plus en plus nombreux. C'est comme si, très globalement, on allait tous se diriger vers l'introversion, hein, sur le spectre entre l'introversion et l'extraversion. On s'est tous un petit peu, on est tous allés un petit peu davantage d'un côté. Et donc ça se passe dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que l'écrit joue un rôle toujours plus important. Et ça va être un problème parce que l'écrit, il est en train d'exploser de manière, mais plus qu'exponentielle avec l'intelligence artificielle, et que du coup, on ne sait pas si l'écrit est humain ou pas. Et donc, ce sentiment d'être finalement privé des petits signaux d'appartenance animale à un groupe de primates que nous sommes, eh ben, on ne va pas le trouver dans les outils de chat, parce que beaucoup de ces chats, en fait, c'est des robots. Voilà. Donc, là, il y a vraiment, en effet, un très, très gros sujet. J'ai la conviction qu'il faut qu'on bascule un peu plus vers des réflexions sur ces rituels et ces temps synchrones. Parce que pendant les 3 années de pandémie, enfin les 3 années, pas de pandémie, les 3 années qu'on vient de vivre, là, on a beaucoup dit qu'il fallait avoir plus de travail asynchrone. Je continue de penser que c'est important. Asynchrone, c'est quand on n'est pas tous connectés en même temps et que du coup, on est autonome par rapport à la gestion de son temps. Donc, je continue de penser que c'est très important. Mais on est tellement allé dans cette direction-là qu'on a parfois laissé s'estomper, décliner les moments synchrones. Les moments synchrones, c'est les moments où on est ensemble, les yeux rivés sur un même projet, vers un même objectif, et où on fait l'expérience dans sa chair d'un moment ritualisé, d'un moment partagé. Je vous donne un autre petit exemple du même style que celui de mon adolescente de fille. C'est un petit exemple de les premières fois que je suis retournée au spectacle après en avoir été privée pendant plus de 18 mois. J'ai applaudi avec le groupe. Et le fait d'applaudir, vous savez, quand on applaudit tous ensemble pour rappeler les artistes sur scène, on éprouve physiquement des changements hormonaux très profonds et extrêmement forts, enfin, à moins que je sois la seule à éprouver ça, mais je ne crois pas, qui nous font qui nous font sentir appartenir à un groupe et vivre vraiment un moment très fort partagé. Et ce sont ces moments synchrones qu'il s'agit de réinventer pour pas qu'ils bouffent la vie de gens qui ont toujours besoin d'autonomie et de gérer leur vie et qui habitent loin, etc. Mais de retrouver cette sensation d'être vraiment avec les autres, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi et d'être dans le rythme, dans un rythme qui vous emporte, de la même manière que quand vous applaudissez avec le groupe. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le défi principal pour se sentir appartenir à ce groupe de grands. On est des grands singes, hein, comme les chimpanzés et les gorilles, et on a un besoin vraiment physique, physiologique, d'avoir qu'on nous rappelle qu'on en fait partie, qu'on fait partie de ce groupe-là, qu'on n'en est pas exclu. Et quand on est privé de ces signaux-là, eh bien, on décline physiquement. Littéralement, on en tombe malade. Donc, en effet, ceux qui s'inquiètent des effets sur la santé physique et mentale de cet isolement ont raison. Et c'est un des sujets centraux auxquels il faut s'attaquer. Mille merci Laetitia. Malheureusement, notre séance à distance va bientôt se terminer. Je rappelle aux adhérents que la liste de tes ouvrages seront dans la partie ressources. Voilà, comme ça ils pourront aller chercher tes ouvrages, les acheter et les lire. Nous allons donc terminer en un seul mot, et un mot s'il vous plaît, dans la partie interactivité. Avec quoi repartez-vous après cette séance? Merci pour vos réponses que nous mettrons en nuage de mots. Est-ce que tu les vois, Laetitia? Oui, ils sont très beaux. Oui. Créativité, lien, espoir, c'est peut-être celui que je préfère. Songe, alignement, lien.
Unisson. Superbe. New Deal. Réflexion. L'ouvrage. Merci à vous tous. Laetitia, merci à toi. Bonne continuation. À bientôt. Merci, je te laisse le mot de la Elisabeth. fin avant de fermer le live. Merci à tous les adhérents qui ont participé. Et je rappelle qu'à 18h30, il y a une prochaine séance avec Thomas Coville et le Quatuor Annecy. Créer un équipage pour aller au bout du monde. À bientôt, chers adhérents. Prenez soin de vous. Merci, Laetitia. Merci, Elisabeth.